Bonjour, bonjour, merci encore de votre fidélité à School TV Le Max. Et nous repartis pour un nouveau numéro de cette émission. 30 minutes de questions-réponses, 1 heure pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur, bien sûr, la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, on parle du masque à l'école. C'est parti sans plus tarder pour le sommaire. Enseignants, pédiatres ou encore orthophonistes, tous le disent, le masque génère des troubles, surtout chez les plus petits et ceux déjà en difficulté au niveau du langage. Alors, a-t-on sous-estimé l'impact du masque chez nos enfants? Quels effets? Est-ce rattrapable? État des lieux dans un instant avec Mathilde Vessels. Fini les masques à la récré, le gouvernement ouvre donc la voie à un allègement des règles après les vacances de février pour les profs et les parents. Ça va dans le bon sens, mais est-ce suffisant? Car le masque, et oui, sera toujours d'actualité en classe. Et puis, vous verrez que certains parents ont tranché, ce sera école à la maison pour éviter de porter le masque en classe. Alors, tout le monde ne peut pas se le permettre, mais Mathilde Vessels vous parlera de ces élèves qui ont fait classe dans leur salon. Vous le verrez en plateau. Eh bien, on sera avec Brigitte Gévaudan. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes orthophoniste à Paris? Orthophoniste dans la région parisienne. Dans la région parisienne, et on est en Skype avec Alexis Da Silva. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans School TV Le Max. Vous êtes l'association des Mamans Louves. C'est parti pour la loupe, c'est avec Mathilde. Salut Mathilde. Salut. C'est une grosse question, le masque à l'école, c'est véritablement un frein pour l'apprentissage? Oui, effectivement, le port du masque rendu obligatoire pour les élèves, je le rappelle, à partir de 6 ans depuis fin 2020, a eu de lourdes conséquences sur les enfants. D'après Robert Cohen, pédiatre et infectiologue, le masque peut perturber effectivement les acquisitions. Les plus touchés par ces conséquences désastreuses sont les élèves des écoles primaires. L'apprentissage de la lecture notamment est freiné, on pense aux élèves de CP. Alors comment ça se passe justement dans une classe de CP lorsque les élèves sont en difficulté avec leur masque? Eh bien, une enseignante de Gironde le dit clairement, pour certains exercices, elle retire le masque carrément pour l'apprentissage de la lecture, pour les sons notamment, la difficulté de faire comprendre à l'élève, aux enfants, la différence entre les sons. Mais juste pour montrer quel ou quel exercice, j'imagine. Évidemment, VF, essayer avec le masque, c'est impossible de voir la différence. D'autres instituteurs font exactement la même chose, ils le disent, ils retirent brièvement, évidemment, le masque, le temps de bien expliquer, car le souci aussi, c'est que de nombreux élèves en difficulté passent à l'idée suivante sans même demander à l'enseignant de répéter. C'est un vrai problème. Et Mathilde, ce retard accumulé à travers les mois, est-ce qu'il est difficile à récupérer? Eh bien, d'après le pédiatre et infectiologue, toujours Robert Cohen, pas forcément. Et heureusement, les enfants pourront rattraper leur retard, mais effectivement, pour certains, déjà très en difficulté, ce sera plus difficile. Surtout pour les enfants, notamment dont le français n'est pas la langue maternelle, on en parlera tout à l'heure. Et pour les petits à la crèche? Alors, une enquête menée en 2021 auprès des 600 professionnels de la petite enfance, 3/4 des enfants ont eu des réactions. Alors, après, on en verra peut-être plus en détail, mais face aux adultes masqués. Donc, évidemment, oui, ça a des conséquences sur les petits. On avait dit qu'il y avait cette solution miracle, on en parlera dans un instant avec vous. Brigitte, cette solution du masque inclusif, ça donne quoi? Alors déjà, qu'est-ce que c'est? Lorsque l'on parle du masque inclusif, il s'agit du masque à la paroi transparente, vous savez, qui était utilisé par les sourds-muets, notamment au début de la crise. Il faut savoir que plusieurs milliers de ces masques ont été promis pour les enseignants de maternelle et CP, mais il y a eu quelques retards de distribution. Il y en a qui l'ont reçu il y a seulement 2-3 mois, donc ça fait plus d'1 an qu'il y a quand même cette crise. Pour ce qui est en tout cas de ces bienfaits, les instituteurs ne sont pas forcément conquis, puisque la buée, par exemple, se forme sur la paroi transparente, donc on ne voit pas forcément, et puis surtout les sons sont un peu étouffés. Un peu sourds, un peu étouffés. Exactement, donc ça ne fonctionne pas forcément très bien. Est-ce qu'il y a tout de même des exceptions pour certains élèves? Bon, heureusement, les élèves porteurs de handicap, on en parlait, ou allergiques sont exemptés de masque. Et la question, est-ce qu'un enfant qui ne porterait pas de masque peut quand même aller à l'école ou en cours? Eh bien, la réponse est non. Alors, l'établissement est tenu de lui proposer un masque tout de même à l'entrée, s'il n'a pas les moyens ou quoi, on ne sait jamais. S'il refuse, il est viré de cours ou de l'école. Merci beaucoup Mathilde. L'expression orale avec nos invités. Alors, Alexis Da Silva, on est en Skype avec vous. Je rappelle que vous faites partie de la fondation de l'association des Mamans Louves. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être un mot sur les propos du ministre de la Santé, Jean-Michel Blanquer, qui a parlé d'un allègement après les vacances de février, des mesures sanitaires à l'école. On passe du niveau 3 au niveau 2. Pour vous, est-ce que c'est suffisant? Alors nous, effectivement, depuis le début, on dénonce les protocoles sanitaires dans les écoles. Et donc, aujourd'hui, on va passer au niveau 2, mais effectivement, ce n'est pas suffisant. Nous, on demande le retrait du masque total pour les enfants.
Déjà, comment on peut expliquer qu'on démasque la population générale en extérieur et que pour les enfants, il faut encore attendre le retour des vacances scolaires par rapport à la maladie, à l'épidémie elle-même, qu'est-ce que ça change réellement scientifiquement d'attendre On va dire encore que c'est la classe d'âge entre les 1 et 9 ans où le virus circule le plus, ce qui va vous dire. Alors, il y a quand même un consensus scientifique qu'on oublie depuis le début, qui est de dire que le Covid n'est pas une maladie pédiatrique. Ça, c'est un premier point. Et ça, toutes les sociétés savantes de pédiatrie s'accordent à le dire depuis le début, et qu'il joue un rôle infime dans la transmission du virus. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde a oublié. Pourtant, ça a été quand même quelque chose qui a été établi dès le départ. Et malgré tout, on a quand même fait peser toutes ces mesures sur les enfants, alors que c'était à nous, en tant qu'adultes, de les protéger et non pas à leur demander à eux de nous protéger en portant notamment un masque. Donc non, ce n'est pas suffisant. Alors c'est déjà une première chose de les démasquer, mais je me rappelle très bien que il y a quelques mois, on avait commencé à les démasquer dans certains territoires pour les remasquer 15 jours après. Donc avec des conséquences où on avait des enfants qui pensaient voir le bout du tunnel finalement. Et puis, avec cette porte de sortie, et ça leur a fait encore plus mal derrière de devoir les remasquer. Donc, très, très sincèrement, aujourd'hui, il y a plusieurs points. Alors, on parlait des difficultés concernant l'apprentissage, et ça, c'est un point effectivement important. Le deuxième point, c'est que nous, on est nés de l'urgence à considérer les enfants dans le cadre de la crise Covid-19, parce qu'ils ont été clairement les grands oubliés. On leur a demandé, on a porté une culpabilité importante sur eux, en leur disant dès le départ qu'ils allaient tuer papy-mamie. On ne s'est pas soucié des conséquences que ce discours allait avoir sur eux. On a instauré une peur dans les écoles, que ce soit au niveau des enseignants ou au niveau des enfants eux-mêmes. Et finalement, ils ont un grand sentiment de culpabilité aujourd'hui. Et en plus de ça, on leur a donné des valeurs qu'on n'a pas à leur donner à leur âge, c'est-à-dire qu'on a fait introduire dans l'école des valeurs qui sont des valeurs qu'on ne transmet pas aux enfants. Donc la discrimination, la délation, parce que les enfants effectivement se dénoncent entre eux parce que le copain porte mal le masque. Ensuite, il y a toutes les dérives liées au protocole sanitaire, c'est-à-dire que... On va y revenir en détail dans un instant. Brigitte Gévaudan, après 1 an et demi, presque 2 ans de port de masque, est-ce que l'on sous-estime justement l'impact de ce port de masque pour nos enfants ? Je pense en effet qu'entre le fait qu'il y a eu l'école qui a été interrompue et le fait qu'il y a 2 choses. Il y a le port du masque des enfants et le port du masque des enseignants. Le port du masque des enseignants, ça fera bientôt 2 ans. Donc tous les enfants qui sont en difficulté pour accéder à la langue française, qui sont de familles non francophones, on sait depuis des années, on le sait dans mes études il y a 40 ans, on en parlait déjà, ça a été confirmé, la perception de la parole est multisensorielle et ne se limite pas, même sur le plan de l'articulation, ne se limite pas à la perception auditive. En plus, pour percevoir, on le voit bien nous-mêmes en tant qu'adultes, on se retrouve, quand on est dans le bruit, à moins bien percevoir parce qu'il y a le masque. On n'arrive pas à avoir la suppléance par ce qui est visuel et on fait des erreurs. Mais nous, on connaît les mots, on connaît la syntaxe. Bien sûr. Donc tous les enfants qui n'ont pas construit complètement leur syntaxe, leur vocabulaire, alors je ne sais pas si on parle maintenant du langage écrit, sont en difficulté pour accéder à la langue orale et à la langue écrite. C'est-à-dire qu'il y a un impact sur le langage, sur la lecture, mais aussi sur la construction des émotions, il y a tout ça ? Alors, les émotions, bien sûr, c'est pas tant la construction que la lecture des émotions. D'accord. Hein. Mais en effet, on se sert pour comprendre, et l'enfant tout jeune, alors là, si on prend les enfants de maternelle, se sert énormément du contexte et obligatoirement de ce qu'il voit dans l'émotion de son professeur, de l'intervenant qui est avec lui. Et les enfants entre eux aussi se servent énormément de tout ce qui se passe sur le plan visuel de l'émotion. Donc, ça perturbe la compréhension du langage, aussi bien sur tous les plans en fait, et sur le plan de la communication. Mathilde Bessès. Oui, est-ce que vous avez vu, vous, les conséquences du port du masque, notamment dans la cour de récréation pour les petits ? Vous le disiez, les émotions, jouer ensemble, c'est extrêmement important de voir les émotions sur les visages. Vous avez vu ça, une différence par rapport à avant le Covid ? Les enfants, certains enfants en parlent. Certains enfants disent d'abord, tout ça sur un plan pratique, qu'ils sont essoufflés, qu'ils n'ont plus envie de courir.
Oui, déjà. Certains n'ont pas envie de jouer. En plus, il y a eu des moments où on les mettait dans des cerceaux, les enfants, pour les empêcher de jouer. Donc, pour les contraindre à ne pas toucher l'autre. Il y a des enfants qui ont vraiment peur. Total, ils ont peur de faire mal. Ils arrivent avec une certaine culpabilité. Moi, j'ai commencé mes séances plein de fois à leur dire, écoute, ici, tu as le droit d'enlever le masque. Je n'ai pas peur de toi. Je suis adulte. C'est à moi de te protéger. Il y a, maintenant en plus on a les vaccins, les autotests, on a plein de choses qui peuvent faire qu'on peut se sentir protégé. Donc les enfants, ils se retrouvent à porter quelque chose. Oui, ils culpabilisent. Voilà, une culpabilité. Nous, si je peux me permettre de me présenter, donc je fais partie d'un collectif national d'orthophonistes. On s'est créé justement un peu partout dans la France du fait du port du masque imposé aux enfants. C'est là que ça a été notre cheval de bataille. On s'est dit ça va vraiment faire des difficultés en plus aux enfants, parce que on a parlé du port du masque de l'instituteur, mais il faut parler aussi celui des enfants. Vous faites partie de ceux qui ont écrit cette tribune ? Oui, tout à fait. Et on est en ce moment en train de demander la levée complète du port du masque. Parce qu'il n'y a pas que la cour de récréation. Et puis en plus, c'est tellement aberrant. Pour les enfants qui portent le masque, ils se retrouvent à humidifier leur masque, qui ne devient plus protecteur. Ils se retrouvent en respiration buccale, si bien qu'ils ne sont encore moins protégés qu'en respirant par le nez, parce que vous le savez, vous respirez par la bouche, par le masque. Et total, pour ceux qui n'ont pas construit leur déglutition, ils continuent à garder une déglutition qu'on appelle primaire, qui va les empêcher peut-être d'accéder clairement à la bonne déglutition, qui évite des problèmes d'articulés dentaires. Donc le port du masque, moi j'ai des enfants, quand ils commencent à lire avec le masque, certains veulent le garder, je leur permets, ils humidifient leur masque en 5 minutes. Alexis Da Silva, on l'a dit, le problème c'est que, alors bien sûr le protocole va évoluer, on passe du niveau 3 au niveau 2, mais le gros souci, en tout cas j'imagine pour vous, c'est que le masque sera toujours en vigueur en classe, c'est ça ? Tout à fait. Alors, il y a effectivement, et elle l'a très bien expliqué, Brigitte, les conséquences sur les apprentissages, que ce soit au niveau de l'enseignant ou de l'enfant. Et après, il y a toutes les conséquences. Aujourd'hui, nous estimons que toutes les tranches d'âge sont touchées. Donc, il y a les plus petits qui naissent avec des adultes masqués tout autour d'eux. Alors, les psychologues et les pédiatres l'expliquent mieux que moi, mais pour leur développement effectivement cérébral, ils ont besoin, dans le cadre des apprentissages qu'ils vont acquérir, de pouvoir effectivement avoir les émotions, les mimiques sur le visage, chose qu'ils n'ont pas. Ensuite, on creuse effectivement ces inégalités avec les enfants qui sont déjà en difficulté. On fait apparaître de nouvelles difficultés dans le cadre des apprentissages, notamment le langage. Et puis, il faut savoir il n'y a pas que le port du masque, je parlais de l'ensemble des protocoles, mais aujourd'hui, on est face à un deuxième problème de santé publique qui est la santé mentale de nos enfants. Il faut savoir que tout ça a eu de grandes incidences. Alors, au départ, nous, on alertait, tous les professionnels de santé alertaient, tous les psychologues, les pédopsychiatres. Comment, Alexis Da Silva, s'il vous plaît, vous avez des exemples, sans bien sûr me citer le nom des enfants ? Des exemples de, pardon ? Oui, des exemples de ce que vous dites justement sur la santé mentale des enfants. Oui, alors 80% quand même d'augmentation de consultations pédopsychiatriques. Nous, on a beaucoup de témoignages, on reçoit des milliers de témoignages par jour. On a des enfants qui, à l'âge de 3 ans aujourd'hui, sont obligés d'aller consulter un psychologue, qui ont des phobies scolaires, qui ne veulent plus aller à l'école, qui ont peur de tuer les autres. C'est Johanna Mikou qui nous racontait la dernière fois effectivement qu'elle suivait un enfant qui la nuit était terrorisé et avait peur de dormir parce qu'en fait il avait peur de tuer ses parents. On en est là en fait, on en est là. On leur a fait donc porter cette culpabilité en leur faisant croire effectivement que c'était eux le danger du virus, qu'ils étaient un danger pour les autres, qu'ils étaient un danger pour autrui. En dehors il y a deux choses, c'est-à-dire qu'il y a le fait effectivement que les consultations pédopsychiatriques ont augmenté. Aujourd'hui, on a des enfants de 6 ans quand même qui font des tentatives de suicide. Et c'est aussi les moyens, c'est-à-dire que c'est un secteur, alors la santé est un secteur qui est déjà fragilisé, mais ce secteur très particulièrement. Et donc, on se retrouve en fait avec un afflux d'enfants qui ont des gros problèmes du psychiatrique et qu'on n'est pas en mesure de prendre en charge parce qu'on n'a pas les moyens. Donc on les met encore plus en difficulté. Brigitte Gévaudan, certains orthophonistes, et vous en faites peut-être partie, disent que le masque influe sur l'intelligibilité de la parole. Ça veut dire quoi ? Et j'aimerais savoir ce que sont les fonctions orogniofaciales.
Les fonctions Oromofacial. Oromofacial. Bon, On est technique aujourd'hui, on est technique. Ah oui, je vois ça, vous êtes technique. Bon, l'intelligibilité de la parole, c'est comprendre la parole. Mais ça, vous le voyez vous-même dans les magasins. Quand vous portez le masque et en plus qu'il y a le plexiglas, parfois vous ne comprenez pas. Surtout quand vous donnez votre nom propre dans des boutiques où justement... on demande le nom propre parce qu'il n'y a pas de carte. Bien et sûr. là, il se passe quelque chose parce que vous ne connaissez pas, il n'y a pas de phrase pour voir. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai un enfant qui avait beaucoup de mal à supporter le masque et je portais le masque chirurgical ce jour-là. Il avait eu du mal à supporter que je le porte. Je lui dis, oh, c'est bien, il comprend, viens. Il se met en colère, cet enfant. C'est-à-dire, c'est ça l'intelligibilité de la parole. On n'arrive pas à percevoir suffisamment les sons, donc on supplée. C'est-à-dire qu'on met l'enfant en surcharge cognitive continuellement, parce qu'il est obligé de faire un effort continuel. Il n'est pas en confort pour apprendre. Déjà, psychologiquement, vous savez ce que c'est que porter le masque. Ça vous gêne, vous transpirez. Il tombe, il se fait gronder. Il y a des enfants qui vont sous la table respirer un instant pour essayer de retrouver l'air. Mais vous entendez souvent dire aussi, des gens dire, oui, mais les enfants, au final, ils sont cool, c'est des bonnes pattes, ils s'habituent. On entend beaucoup ça aussi. Oui, et les enfants disent ça. D'ailleurs, il y a une petite fille qui m'avait dit, mais tu penses quoi du masque pour les enfants? Je lui avais dit, et toi, t'en penses quoi? Elle a dit, il faut que je le porte, mais c'est pas bien pour les enfants. Elle n'arrive pas à développer plus ça parce qu'elle est dans une obéissance. Et la majorité des enfants sont dans une obéissance et ont juste peur de faire mal à leurs parents, à leurs enseignants. Donc, moi, le mien, je vais vous dire, hein, j'ai 2 petits garçons. Moi, à 2 ans et demi, quand je sors, parce que maintenant on peut sortir sans le masque, en tout cas quand on est à l'extérieur, quand je sors de la maison sans le masque, il me dit, papa, t'as pas mis le masque. Oui, ils sont habitués. C'est-à-dire qu'à 2 ans et demi, incroyable. Alors qu'il n'a quand même pas tous les mots, hein, mais il arrive à formuler ça, il arrive à le verbaliser. C'est rentré dans Il a intégré. Il a intégré. Il est né à cette période-là, en fait. Tout à fait. Ah bah oui, et lui, 2 ans et demi, c'est ça, il est depuis le début de la pandémie. Oui. On est en plein dedans. Alexis Da Silva, il y a le côté que vous disiez justement avec eh bien, ce signe distinctif qui est le port du masque, si je puis dire. Il y a ce côté aussi anxiogène qui rappelle constamment à l'école qu'il y a cette situation sanitaire. Exactement, c'est-à-dire qu'on a enlevé complètement l'insouciance aux enfants. Normalement, une cour de récréation, c'est une cour où les enfants, ils crient, ils jouent, ils courent. Et tout ça, on leur a complètement enlevé. On leur a enlevé cette innocence en leur donnant une responsabilité qui n'est pas la leur et en les empêchant, en fait, de grandir comme ils devraient grandir. Et donc, on se retrouve avec des enfants qui ont cette crainte. Pareil, c'est quand même un besoin vital de pouvoir respirer. Et donc, ils ont sans cesse la crainte de se faire réprimander parce qu'ils vont juste essayer de respirer 5 minutes ou baisser le masque sous le nez. Et donc, même ça, au niveau psychologique, pour eux, c'est pas des conditions acceptables et ça a des conséquences sur leur développement. Et ça a toutes les conséquences dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. Mais donc, comment on peut accepter aujourd'hui d'enlever ça aux enfants et de les faire culpabiliser, de leur faire prendre cette responsabilité qui n'est pas la leur? Vraiment, on a alerté les pouvoirs publics dès le début en leur disant attention, est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on est en train de faire? Vous avez le sentiment qu'ils sont un peu plus sensibilisés, qu'ils vous entendent enfin? Alors... ça fait 2 ans, hein, ça fait 2 ans maintenant. On a été le 4 novembre, au tout début du mouvement des Mamans Louves, déposer une lettre à Emmanuel Macron pour lui demander un débat public pour nos enfants, afin qu'enfin cette question de l'enfant soit considérée et qu'il soit remis au centre des préoccupations. Et donc à ce jour, nous n'avons toujours pas de réponse. On continue de solliciter les instances. Parce que effectivement, ça doit devenir une priorité publique aujourd'hui de considérer la situation et dans les écoles et la santé de l'enfant. Alors, je pense que quelque part, ils nous entendent, mais en tout cas, ils n'ont pas envie d'être en concertation avec nous parce que c'est ce que nous leur demandons. Il y a 2 choses. Il y a effectivement le fait de pouvoir poser le bilan de tout ça, de enfin prendre en considération ce qu'il s'est passé, et puis surtout, de chercher ensemble des solutions, c'est-à-dire avec les parents, les professionnels de santé, les enseignants. Aujourd'hui, ils ne prennent même pas en compte l'ensemble de la situation. Le devoir quand même premier qu'ils auraient dû avoir, c'est qu'à partir du moment où ils ont mis en place ces mesures, c'était de les suivre, de faire un bilan impact, de savoir quelles sont les conséquences de tout ça. Et ils ne l'ont pas fait. Et c'est nous, parents,
associations et collectifs qui ont dû faire ça. Donc on a fait un premier bilan impact de la situation des enfants et des jeunes liés à la crise sanitaire l'année dernière, il y a un an. Et là, on a fait la continuité de la même manière sur le plan psychologique, puisqu'effectivement, les dégâts psychologiques sont considérables, alors qu'à l'époque, les professionnels de santé alertaient sur ce sujet. Si on s'était concertés tous ensemble autour d'une table et qu'on avait pris en considération tous ces éléments, peut-être que, en tout cas, on aurait essayé un maximum de préserver les enfants et de faire en sorte qu'on ne soit pas confronté à cette situation et qu'on ne les mette pas autant en danger, parce que clairement, ils sont en danger aujourd'hui. Question de Mathilde. Oui, j'ai une question pour vous, Brigitte Gévaudan. Quel sera l'après-Covid ? Est-ce que vous êtes optimiste en tant qu'orthophoniste avec les enfants que vous voyez ? Est-ce qu'il y aura un après-Covid plus lumineux qu'aujourd'hui avec le masque? Je ne suis pas devin, mais ce que je pense, c'est que... Il y a eu du retard, c'est ça qui a été Il y a des qui a été retards pris par pour les enfants. enfants les plus fragiles. Ouais. Mais après, la fragilité d'un enfant, ce n'est pas uniquement le problème de la langue de la famille ou son milieu social. Ça peut être aussi une émotivité plus importante ou un deuil qui s'ajoute pendant le moment de la période du max. Donc, on peut pas... Beaucoup d'enfants vont rattraper leur retard. Mais il y a certains enfants pour qui ça va durer. En tout cas, ça ira chez ils iront chez l'orthodontiste parce que leur déglutition primaire, elle sera restée, par exemple. Non, pour les plus petits, surtout, est-ce que c'est irrémédiable ou... Ça, je peux pas vous le dire. Encore, on n'a pas de recul. Pour les plus petits, on a quand même eu des étonnements de voir que certains enfants avaient peur en crèche qu'on enlève le masque total. Mais moi, ce que je vois dans la rue, comme je suis pas toujours... Enfin, moi, je porte très peu le masque dans la rue, même quand ça a été obligatoire. Et je voyais les enfants se retourner vers moi et me faire des sourires. Ils sont en appétence de ça, les enfants. Ils ont besoin de ça pour se construire. Donc... Bon, je crois que les enfants ont un dynamisme qui font qu'un certain nombre vont s'en sortir très bien. Mais pour les enfants, en tout cas, qu'on suit dans les cabinets d'orthophonie, ça les met très en difficulté. Même le masque empêche d'entendre correctement. Moi, j'ai fait un test avec un enfant. Sur 10 syllabes, je portais le masque. Oui. Il a eu 5 fautes à cette dictée. J'ai enlevé le masque. Il a eu tout juste. Ah oui. Donc vous pouvez imaginer ce que ça représente et surtout cette surcharge qu'on leur demande d'efforts toute la journée. Nous, on s'entend avec masque, quand je suis dans un cabinet d'orthophonie que je porte ou pas le masque ou que l'enfant porte pas le masque, quand je suis dans un milieu silencieux. À l'école, c'est un milieu bruyant, donc cet effort, il doit encore plus le faire. Et j'ai du mal, les enfants qui gardent leur masque, parfois j'ai du mal à les comprendre. Et l'autre enfant ne les comprend pas. Oui, parce qu'on parle moins fort. J'imagine qu'en termes de décibels, on doit faire un effort. On fait un effort. Il y a un forçage vocal pour certains enfants, bien sûr, qui en plus ont besoin d'exprimer leur émotion. Donc ils vont avoir besoin de crier, certains, pour pouvoir défouler tout ça. Donc oui, non, je ne peux pas vous dire pour l'avenir, mais ça aura fait des... On va essayer de rester optimiste. Oui, on va essayer de rester optimiste parce qu'il y a les enfants de ressources. Oh que oui. L'info en plus, sans plus tarder. Et l'info en plus, c'est bien sûr avec Mathilde Wessels. Pour cette info en plus, Mathilde, nous allons nous intéresser à ces parents qui ont fait le choix de déscolariser leur enfant pour leur éviter tout simplement le port du masque. Et oui, pour l'Académie de Versailles, il ne serait qu'une dizaine. Mais niveau national, on n'a pas les chiffres. C'est très compliqué d'ailleurs de quantifier ces élèves qui désertent l'école pour l'école à la maison. Alors suite aux restrictions mises en place par le gouvernement, des élèves ont désormais cours à la maison. C'est le cas d'une mère de famille qui, elle, explique, je la cite, « Avec ce masque obligatoire, ma fille de 6 ans, petite, allait se retrouver avec un truc qui l'empêche de bien respirer, de jouer. Elle ne pourrait plus voir les sourires de ses camarades, de son enseignant. Forcément, pour apprendre à lire et écrire, ça allait être compliqué. Je ne voulais pas qu'elle se sente piégée. Je suis en télétravail. C'est vrai que ça aide aussi. Je gagne très bien ma vie. Donc, l'alternative de la garde à la maison était toute trouvée. En fait, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête. Une autre maman d'un élève de CE1 explique, elle, aucun adulte ne le porte autant. Au bureau, par exemple, devant son poste, chacun l'enlève. Les enfants, eux, le gardent en récré, à la classe, bref, toute la journée. Et c'est mauvais pour leur développement. Ce qui a retenu d'ailleurs cette mère de famille de retirer son enfant de l'école, c'est justement pour ne pas le priver des interactions avec les autres élèves. Alors tout le monde ne peut pas se le permettre, effectivement. On imagine que ces cours à domicile, ça a un coût, Mathilde. Ouais, et pas des moindres. Certes, l'enfant ne porte pas de masque la journée, mais les parents déboursent entre 600 et 800 € par mois pour pouvoir avoir un enseignant à domicile. Alors vous l'avez compris,
tout le monde ne peut pas se permettre de se passer de ce masque. Merci beaucoup Mathilde. Alexis da Silva, vous avez autour de vous justement des exemples de parents qui ont déscolarisé leur enfant ? Oui, on a beaucoup de parents qui ont opté pour ce choix. Alors, l'instruction en famille, c'est un choix vraiment de conviction, c'est-à-dire que c'est un vrai projet en fait qu'on construit en famille. Et là, on a des familles qui se sont retrouvées avec ces conséquences à un choix qu'ils ont dû faire sans forcément effectivement avoir eu le temps de pouvoir vraiment préparer un vrai projet pour leur enfant. Mais par contre, ils s'y sont très bien adaptés. Il me semble que, si je ne dis pas de bêtises, les chiffres ont quand même doublé. Et nous, dans nos réseaux, on a quand même plus de la moitié des parents qui ont soit opté effectivement pour des écoles alternatives où on a des conditions un petit peu plus souples, ou alors l'école à la maison. Et donc... voilà, c'est toute une réorganisation. Alors, il faut pouvoir, effectivement, vous le soulignez très bien, mais ces parents, ils sont arrivés à cette situation de se dire qu'aujourd'hui, on me demande de choisir soit entre la santé de mon enfant ou alors avec son instruction. On doit choisir entre la santé et l'instruction de l'enfant. Chose qui est un choix qui jamais on n'aurait pensé que ce choix existerait un jour, et pourtant on en est arrivé là. Et c'est pour ça qu'ils ont fait ce choix. Vous parliez tout à l'heure j'ai juste rajouté ça, concernant l'instruction en famille, la difficulté en plus que l'on a, et c'est aussi un de nos chevals de bataille, c'est l'autorité parentale. Aujourd'hui, les conditions d'instruction en famille changent. Donc jusque-là, c'était une simple déclaration. Et puis maintenant, ça va être une autorisation qui va être avec des critères bien particuliers. Donc si vous ne rentrez pas dans ces critères, on ne vous donnera pas votre autorisation. Et donc nous, on estime que le choix de l'instruction doit être un choix familial et non pas un choix imposé. Et aujourd'hui, en nous enlevant cette possibilité, eh bien, on nous enlève une partie de notre autorité parentale et du choix qu'on veut faire. Parce qu'à partir du moment où on considère que voilà, c'est un bon choix d'instruction pour nos enfants, parce que l'école n'est pas adaptée à tous les besoins de tous les enfants. Eh bien, aujourd'hui, on n'aura plus la possibilité de le faire avec autant de facilité. Pourquoi ça a été fait ? Vous savez pourquoi ça a été édicté ? Ça vous impacte, mais vous savez que vous n'êtes pas les premiers visés, vous savez très bien. Non, on n'est pas les premiers visés, mais en tout cas, il n'existe pas voilà, les raisons pour lesquelles cette loi a été imposée, c'est pas ça que je souhaite contester ou autre. Mais pourquoi ne pas laisser, à partir du moment où effectivement on est vraiment, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, dans un choix qui est fait parce que ça répond aux besoins de l'enfant et parce que c'est un mode de vie familial qui est mis en place par la famille, pourquoi empêcher ces familles-là aujourd'hui même de pouvoir faire l'instruction en famille, ou alors de rentrer dans des conditions bien particulières où il y aura de plus en plus de restrictions. En tout cas, votre message est passé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un plaisir de vous avoir toutes les deux. Alexis da Silva, qui fait partie de l'association Maman Louve. Je rappelle que vous êtes 35 000, effectivement, Maman Louve aujourd'hui. Et puis Brigitte Gévaudan, orthophoniste en région parisienne. Merci beaucoup pour vos éclairages. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et Mathilde, je vous dis à très vite, bien sûr, pour un nouveau numéro de School TV Le Mag. N'oubliez pas que vous retrouvez l'ensemble de nos émissions sur schooltv.com. Excellente journée.